et merci d'avoir répondu à notre invitation. Avant de commencer, on vous demandait s'il vous plaît d'éviter les témoignages expressifs dans un sens comme dans un autre, et ce jusqu'à la fin de la conférence de presse, de manière à respecter les intervenants. Cette conférence de presse vise à rendre publique la pétition intitulée « Levée d'une mesure disciplinaire contre 11 enseignantes et enseignants du collège Genève-Rue », dont l'objectif premier était de protéger la liberté d'expression et de supporter nos 11 collègues signataires d'une libre opinion publiée dans le Devoir le 31 mai dernier. Cette conférence de presse et cette pétition existent aussi parce qu'il nous semble important et qu'il devient nécessaire d'agir plutôt que de nous taire pour les 11 signataires, pour tous les professeurs et pour les étudiants. Cette pétition mise en ligne le 4 août dernier a été signée par non moins de 4377 personnes et parmi elles, 97 professeurs de l'UNELRU ont signé la pétition. Si ce grand nombre de signatures constitue un indicateur particulièrement fort de l'aspect démesuré, injustifié et déraisonnable de cette lettre qui entache désormais le dossier de nos collègues, il témoigne aussi, voire surtout, d'un très grand élan de solidarité, alors que le danger de censure et la peur d'être sanctionné pèsent sur toute la communauté des professeurs de notre institution, mais aussi dans la plupart des institutions du Québec. Nous en profitons d'ailleurs pour remercier tous les signataires que nous nous permettons ici de représenter. Je cède donc maintenant la parole à Pierre Robert, de manière à présenter les personnes qui vont intervenir lors de cette conférence de presse. Merci. Alors donc, comme je l'ai mentionné tantôt, à ma gauche, Isabelle Biot, professeure de français. À ma droite, Michel Milot, qui est le président du syndicat local, du syndicat du Cégep. Et à mon extrême droite, Stéphane Chéfour, prof de sociologie. Et moi-même, Pierre Robert, enseignant en histoire de l'art. Donc, voilà. Et je cède la parole d'abord à Stéphane Chéfour, qui va nous faire un bilan un peu de ce qui nous amène à cette conférence de presse. Excusez-moi, il y a un petit dégât d'eau à droite. Bon, alors bonjour, je m'appelle Stéphane Chéfour, je vais être capable de vous parler si vous voulez. Je vais tenter d'être le plus concis pour nos collègues journalistes, mais en même temps le plus clair possible. D'abord, je vais commencer avant d'énumérer un certain nombre d'arguments qui justifieraient le retrait de la lettre au dossier de nos 11 collègues. Je vais commencer brièvement par vous remettre dans le contexte. D'abord, et peut-être aussi pour laisser deviner qu'il y a quelques contradictions dans le discours de nos administrateurs. La première chose, rappeler que le 2 mai dernier, donc quelques jours avant l'intervention policière, il y a eu une conférence commune des patrons, des syndicats, du personnel de l'enseignant, des enseignants, au moment où les injonctions bouleversaient le réseau collégial. Ici, on savait qu'on était à la veille de se retrouver avec des injonctions. Et la dernière phrase qui a été prononcée par la directrice générale, Mme Monique Lorrain, ça a été de dire que les injonctions n'étaient pas une solution et qu'en conséquence, on s'attendait, autant les professeurs que les enseignants, que l'administration du collège, qui jusque-là avait fait preuve de beaucoup de patience et de tolérance et d'ouverture, condamnait comme nous le recours à des mesures judiciaires qui n'avaient pas lieu d'être. Le 15 mai, comme vous le savez, c'est le choc. Personne n'y croit. Les professeurs qui sont d'un côté comme de l'autre, soit dit en passant, soit avec les étudiants, près des policiers, pour calmer le jeu, éviter tout dérapage, comme les professeurs qui sont un peu plus loin, on est un peu estomaqué et consterné de la situation. Et je n'irai pas dans le détail, vous savez ce qui s'est produit par la suite. Le collège Genève-Rue est devenu à cet égard, à l'échelle du Québec, tout au moins dans les médias, un événement en soi. Le 31 mai, la lettre des 11 collègues dénonçant la manière dont le 15 mai avait été géré a été publiée dans le Devoir. Et dans les jours qui vont suivre, comme Pierre l'a souligné, Isabelle aussi, il va y avoir des sanctions administratives. Alors, je n'irai pas dans le détail de la convention collective, mais dans nos conventions collectives, une première lettre au dossier constitue un avertissement, une deuxième lettre au dossier sur un même sujet, même objet,
constitue un deuxième avertissement et généralement, après 2 lettres au dossier, la porte n'est pas très loin. Donc, il s'agit évidemment d'une mesure disciplinaire assez, même très sévère, et c'est pour cette raison que nous maintiens cette conférence de presse. Dernière chose, et c'est une rencontre importante, le 15 août, donc il y a quelques semaines avant la rentrée du 16, nous avons rencontré, et pour la première fois depuis le mois de mai, après le 15 mai, il n'y a eu aucune rencontre entre l'administration du collège et ses employés. Donc, on n'a jamais eu d'éclaircissement à cet égard. Le 15 août, donc, Monique Lorrain nous a rencontrés ici à l'auditorium avec l'ensemble de l'administration. Et on a appris cette journée-là que si les étudiants avaient décidé la veille en Assemblée générale de poursuivre le mouvement de grève et donc d'empêcher la tenue des cours, l'administration aurait respecté la ligne de pilotage. Alors, évidemment, je laisse tirer vos conclusions, mais pour plusieurs d'entre nous, ça constituait une forme de réflexion critique, c'est le moins que je puisse dire, sur les éléments du 15 mai et la décision qui avait été prise à l'heure d'autoriser la police à intervenir. Sur le plan de l'argumentaire, pourquoi sommes-nous plusieurs aujourd'hui à demander la levée des sanctions, donc des lettres au dossier? La première chose, je pense qu'il faut redire, ça a déjà été dit, mais il faut le redire, c'est que les événements du 15 mai constituent en soi un événement parfaitement anormal dans la vie d'une institution d'enseignement. C'est tout ça un événement qui n'a pas sa place, que nous condamnons. On croit que ni les étudiants, ni la direction, ni les membres du personnel, non-enseignants, ni les professeurs ne puissent comprendre et encore moins accepter que des policiers usent de la force, comme ce fut le cas le 15, à l'égard principalement de nos étudiants âgés, je le répète, de 17, 18 et 19. Deuxième chose, le collège est une agora, c'est-à-dire un espace de liberté, de la pensée et de la parole, au sein duquel les conflits et les désaccords font l'objet de discussions. L'expression des points de vue prime en cet égard sur le respect de la hiérarchie. En ce sens, le devoir des professeurs, dans un contexte où l'administration pose des gestes pouvant aller à l'encontre de nos convictions et des normes régissant notre institution, est de réfléchir, de conserver une posture critique et de l'exprimer. Le devoir de loyauté, selon nous, il est d'abord et avant tout de ce côté-là. Discuter avec nos patrons et exprimer un désaccord avec leur gestion, c'est faire avancer notre institution. Et c'est ce que nous croyons que nos collègues ont voulu exprimer dans la lettre du devoir. On a voulu critiquer le sentiment d'impuissance de notre directrice générale. On aurait voulu qu'elle agisse selon ses convictions. Je vais revenir un peu plus tard sur cet argument. Important aussi de souligner que de telles sanctions génèrent la peur, l'inutilement, la crainte, l'autocensure. En d'autres termes, depuis qu'on est rentré ici, on a l'impression que le 15 mai, les événements du 15 mai, c'est devenu une espèce de tabou. Il y a des étudiants qui ont vu leur article censuré, donc interdiction de publier un texte de réflexion dans le journal étudiant, qui est par ailleurs sous la responsabilité du socio-culturel. Il y a des professeurs qui hésitent à signer la pétition que nous déposons aujourd'hui par crainte de représailles. On considère que ce n'est pas normal, considérant évidemment l'ensemble des faits, qu'un tel climat de crainte prévale dans notre institution. Quatrième argument, renvoie celui-là au rapport d'autorité. On croit que le collège n'a pas à s'inspirer du modèle de l'entreprise sur le plan des rapports hiérarchiques. En d'autres termes, on ne croit pas que les cégeps doivent reproduire un modèle, disons, unilatéralement ou exclusivement hiérarchique, au sein duquel le patron dispose d'un pouvoir discrétionnaire, voire arbitraire. Nous pensons partager, avec souvent d'anciens collègues devenus nos patrons, une vision d'institution où professeurs et administrateurs sont pour ainsi dire des partenaires au service, je me permets de le dire ainsi, de la noble cause du savoir et de l'apprentissage. Nous ne sommes pas de simples subalternes condamnés à obéir. Nous sommes redevables d'abord et avant tout, et ça inclut les professeurs, l'ensemble des employés du collège et nos administrateurs à l'égard de nos étudiants. Cinquième argument, une telle sanction, ces lettres au dossier, nous semble, évidemment, dans le présent contexte, parfaitement démesurée. Nous pensons qu'il a mis au climat de travail et aux relations de confiance que nous devons tisser avec tous les membres de la communauté collégiale. Et évidemment, ça soulève beaucoup d'inquiétudes sur l'avenir d'un tel climat.
Enfin, je voudrais terminer sur le fait que cette semaine, la rentrée est perturbée dans deux universités, l'Université de Montréal et l'Université du Québec. À l'heure où je parle, je ne sais pas ce qui s'est passé ce matin, mais il est clair que le recours aux policiers n'est pas un impératif en soi. La preuve, c'est que jusqu'à hier, l'Université de Montréal avait décidé de faire appel aux policiers, avec tout ce que ça a soulevé comme tollé. L'UQAM hésitait encore à le faire au nom, on l'a entendu dans les médias, au nom du fait que les administrateurs de l'UQAM craignaient pour l'intégrité physique des gens présents. Alors on a laissé, tout au moins la première journée, les manifestants s'exprimer et se balader comme ça dans certains pavillons. Alors simplement, juste ici pour souligner que les administrations disposent toujours d'une marge de manœuvre dans la manière, dans le choix des moyens, dans la manière de gérer, si je puis dire, ce type de crise. Je termine. Tout cela est donc allé très loin, trop loin, à notre avis. Les 11 ont agi de bonne foi, choqués par une intervention qui n'a pas sa place dans l'histoire de notre collège. Désormais, cependant, cet événement fera partie de l'histoire. Il ne s'agit pas de faire de nos collègues des martyrs, il ne s'agit pas d'élever cet événement-là au rang de mythe, mais de ne pas l'oublier parce que ce n'est pas un événement sans importance le 15 mai, c'est un événement important dont on doit se rappeler, et c'est pour cette raison qu'on est là aujourd'hui. Nous tendons la main à Mme Lorrain, Monique Lorrain, la directrice générale du collège, qui s'est sentie abandonnée. Ce sont les mots qu'elle a exprimés sur toutes les ondes des médias le 15 mai en disant qu'elle s'était sentie abandonnée par le gouvernement du Québec et qui a cru qu'elle n'avait pas le choix de laisser la Sûreté du Québec intervenir. Nous en appelons donc au bon jugement de l'ensemble de nos administrateurs, y compris Mme Lorrain. Nous la prions de bien vouloir reconsidérer sa décision. Pour nous, ce n'est pas un aveu de faiblesse de sa part, au contraire. Ça ne serait pas interprété ainsi. Ce sont des décisions qui ont été prises, on en est conscient, dans une situation de crise. Cette crise, on commence à en sortir, souhaitons-le. Dans le cas qui nous concerne, revenir sur sa décision serait donc un signe de sagesse et d'ouverture dans le cadre des valeurs du collège en matière de civisme. Et là, vous savez que je fais référence, bien sûr, à la volonté de nos administrateurs d'établir, dans le cadre de cette institution d'enseignement, de bonnes relations entre les collègues, entre les étudiants. Alors, c'est au nom de ces mêmes valeurs que nous demandons à Mme Lorrain aujourd'hui de retirer cette mesure administrative qui nous apparaît démesurée. Merci à vous. On reconnaît le sociologue en lui. Michel Milot, donc, je suis président du syndicat ici, local, depuis peu, et également enseignant au Collège de l'École, évidemment, en mathématiques. Je vais, évidemment, l'intervention de Stéphane recoupe et complète pas mal ce que je voulais dire, donc ça va être plus bref. Précisons d'abord que cette pétition n'est pas une initiative qui est syndicale. Le syndicat a réagi à cette mesure disciplinaire par le dépôt d'un grief. C'est la voie normale qui ouvre la porte normalement à un processus de discussion dans le but de trouver une solution satisfaisante, qui passe nécessairement par le dialogue. Nous avons tenté de faire lever les mesures en misant sur le rétablissement d'un climat de travail sain au collège. En effet, cette mesure de la direction fait de l'ombre sur le rôle même que nous jouons au sein de notre institution comme professeurs. Le bâillon imposé à ses enseignants se pose aussi sur une bonne partie du corps professoral. D'autres enseignants ressentent le besoin de s'exprimer, mais craignent des représailles. Cette omerta est indigne de l'institution et des valeurs profondes que nous prônons. Ceci dit,
ce grief syndical est différent des autres puisqu'il touche une cause qui est éminemment sociale, qui est politique, qui est idéologique. Et particulièrement sensible dans un contexte de loi spéciale, c'est la, bien sûr, liberté d'expression. Le jour même des événements du 15 mai 2012 à Lionel Groulx, la direction a porté à l'attention du Québec le drame que nous étions en train de vivre. On a d'un côté une direction qui déclare que le gouvernement l'a largué et qui affirme avoir fait la démonstration que les injonctions ne font pas partie de la solution à la crise étudiante, et de l'autre, elle met sur le banc des accusés des enseignants qui, profondément bouleversés des effets violents d'une judiciarisation d'un conflit mal géré, dénoncent le même fait. Ainsi, dès son origine, ce grief était d'intérêt public. Et c'est pour cette raison que le syndicat s'associe aujourd'hui à cette initiative citoyenne visant la même revendication, la levée de ces mesures disciplinaires. Nous croyons que la meilleure solution à ce problème d'ordre politique et idéologique ne doit pas passer d'abord par le juridique. Nous croyons que nous devons passer par le deuxième front, celui de l'action syndicale, celui de la mobilisation autour des valeurs humanistes inhérentes à notre métier. Encore trop d'événements malheureux démontrent que la crise que vit actuellement le Québec n'aura pas de guérison légale. Les événements à l'Université de Montréal de cette semaine, et probablement en ce moment à l'UQAM, le confirment encore une fois. Cette crise, comme toutes les crises, doit se régler par le dialogue et la démocratie. À l'instar de ce qui se passe au national, Lionel Groulx porte en lui le spectre fragile du 15 mai 2012 et sa douleur est encore vive. Ce n'est pas par le déni, la banalisation, le silence et les gaz que nous recréerons l'harmonie nécessaire à l'accompagnement citoyen de ceux et celles qui font ce que nous sommes, nos étudiants. Et je termine par une réflexion d'un collègue. Le cas de Lionel Groulx est un événement historique qui nous permet de réfléchir plus largement au type d'éducation que nous voulons. Voulons-nous former uniquement des travailleurs ou des citoyens travailleurs? La question se pose. Voulons-nous d'un système d'éducation qui prive les professeurs de leur sens critique, celui-là même qu'ils transmettent à leurs élèves? L'institution, pour faire image, souffre-t-elle d'un dédoublement de personnalité et de finalité? Nos institutions sont-elles devenues des organisations esclaves de leurs images et des impératifs de leur clientèle? Posez la question, y répondre. Normalement, et moi ça se termine là-dessus, normalement on aurait dû avoir un représentant, en fait des représentants de la Fédération nationale des enseignants et enseignantes de nos côtés. Je tiens à m'excuser de leur part, ils ne sont pas présents, je les ai rejoints, il y a eu un conflit là, au niveau des échanges qu'on a eus et la Fédération est prise actuellement avec la situation qui se passe avec les chargés de cours présentement à l'UQAM, donc ils sont dans une situation de crise. Ils s'excusent de ne pas pouvoir être là, mais simplement pour dire que la Fédération nationale des enseignants et enseignantes du Québec, qui regroupe les syndicats de 46 cégeps à travers la province du Québec, est avec nous dans cette revendication. Je vous remercie. Concernant la loi 12, donc le projet de loi 78, le devoir de loyauté d'un employé ne va pas jusqu'à lui interdire de faire publiquement connaître son désaccord envers son employeur par des moyens légitimes, puisque cela constitue un exercice de la liberté d'expression. Des mesures disciplinaires ont été prises récemment envers 11 enseignantes et enseignants du collège Lionel Groulx pour manque de loyauté. Après avoir co-signé dans le devoir une libre opinion offrant un point de vue différent de celui de la direction du collège Lionel Groulx sur ce qui a conduit au déploiement de l'escouade anti-émeute de la Sûreté du Québec sur le campus le 15 mai dernier, les 11 signataires ont été convoqués par la direction des ressources humaines
et invité, après une rencontre avec la directrice générale, à faire amende honorable pour avoir tenu des propos jugés trop durs contre l'administration et sa directrice générale. Autrement dit, parce qu'ils ont exprimé publiquement une version des faits dans des termes qui auraient terni l'image officielle de la direction, parce qu'ils auraient osé outrepasser le cadre d'une communication interne qui ne pouvait suffire aux circonstances, parce qu'ils ont voulu, pour protéger l'institution et ses membres, dénoncer et prévenir un tel recours aux forces policières, les 11 signataires de cette libre opinion se retrouvent aujourd'hui avec une lettre à leur dossier personnel. Selon nous, cette mesure disciplinaire qui les accuse de faire preuve d'un manque de loyauté envers l'institution, dont ils cherchaient au contraire à préserver le caractère foncièrement humaniste, s'avère injustifiable. Démesurer une telle décision administrative porte un effet pervers en regard de la liberté d'expression, parce qu'elle suscite la crainte d'autres sanctions provenant de la direction pour des motifs similaires. Elle malmène directement la liberté d'expression de tous les membres du collège Lionel Groulx. Nous dénonçons donc une telle pratique administrative et nous exigeons le retrait immédiat des lettres au dossier des 11 signataires de cette libre opinion. Signez-la. Merci. Donc la question c'était, advenant que la direction ne modifierait pas, ne retirerait pas de lettres au dossier, quelles sont les anomalies du grief. Le grief, je répète, c'est une procédure qui est syndicale. Nécessairement, nous, on a déposé un grief en spécifiant que cette lettre-là, donc que les mesures étaient abusives et que ça brimait certains éléments de la charte, notamment la liberté d'expression. Donc c'est vraiment là-dessus qu'on est allé. Évidemment, il y a eu des discussions à l'interne, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, et on a expliqué que l'interne et l'externe, c'est deux éléments qui sont liés l'un à l'autre. C'est-à-dire, quand je parle de l'externe, je parle du rayonnement national de cette pétition, de ce grief-là, parce que ce n'est pas un grief comme les autres. Un grief comme les autres, qui est simplement sur les conditions de travail, reste à l'interne, puis un principe même qui doit être respecté par le syndicat, c'est la confidentialité. Mais là, on n'est pas du tout dans cette zone-là, c'est-à-dire que la confidentialité n'existe plus, elle n'est pas présente. De toute façon, ces gens-là sont allés dans les médias. Je parle des enseignants, mais je parle aussi de la direction. Donc, évidemment, la voie naturelle d'un grief, c'est l'arbitrage. Bon, c'est sûr que c'est un élément qui nous donne une prise pour discuter, pour tenter de régler à l'interne cette situation-là et faire lever les mesures disciplinaires, ce qu'on a tenté de faire à plusieurs reprises durant de longues discussions. Et c'est pour ça qu'on a décidé de s'associer à la pétition aujourd'hui. Bon, ultimement, c'est en arbitrage. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'arbitrage, à notre avis, n'est pas souhaitable parce qu'on le voit de la même façon que la judiciarisation de tout ce conflit-là, c'est-à-dire que est-ce qu'on va encore une fois laisser la loi régler la loi ou la justice
régler cette question-là. On croit qu'il y a un problème d'idéologie et on se doit de discuter, et c'est par le dialogue qu'on doit arriver à un entente. Évidemment, s'il faut aller là, on ira là, effectivement. Est-ce que vraiment, 2 lettres similaires dans la politique d'un professeur au niveau du cégep, ça signifie automatiquement, ou si il y a quand même des nuances? Ben, la procédure est écrite comme ça dans la convention collective, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une récidive sur un événement de même nature. Bon, évidemment, le congédiement, ça peut être très gros là, dans ce cas-ci. On peut parler de suspension, on peut parler de toutes sortes de mesures qui pourraient être suspension sans salaire, par exemple, ou suspension de salaire. Donc, il y a toutes sortes de mesures qui pourraient être imaginées dans ce cas-là. Bon, le congédiement, bon, c'est vraiment la sanction la plus lourde. Là. À mon avis, je ne pense pas que ça irait jusque-là pour une récidive dans ce cas-ci. Mais par contre, ce que ça crée, c'est le voile long que ça jette justement sur notre liberté d'expression qui est difficile. On ne le sait pas, ça va être quoi la